Mesdames, Messieurs, le docteur Dieudonné Manenga a été assassiné par des hommes armés non identifiés le 16 septembre dernier à son domicile à Uvira, en République démocratique du Congo. Ceci devant sa femme et ses enfants, tétanisés par la peur et la douleur effroyable de leur père et en même temps époux. Son crime, sa volonté de soigner le peuple africain du paludisme avec l'artémisia à vil prix. Comme lui, bon nombre d'Africains scientifiques et politiques y compris ont été assassinés pour leur opinion, leur engagement politique ou idéologique. Aujourd'hui, la prouesse de Madagascar dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 avec comme chef d'orchestre son président et la réaction de la communauté internationale, surtout celle scientifique, nous interpelle sur le continent noir. Pourquoi la science occidentale s'oppose-t-elle à une intelligence africaine? Le silence des dirigeants des États africains dans le cas malgache est-il coupable? C'est bien sûr autour donc de ce thème que nous allons donc discuter ce matin, pandémie de Covid-19, un tremplin pour révéler le continent africain, une poche de déstabilisation programmée. Pour en parler, je reçois sur ce plateau deux socio-anthropologues, Dr Benjamin Gogan, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes socio-anthropologue, comme je l'ai dit, enseignant donc à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'être là. Donc vous aurez donc le temps d'apporter beaucoup plus de précision sur votre domaine d'intervention en tant qu'enseignant d'un instant à l'autre. En face de vous, c'est également Dr Raymond Assogba, socio-anthropologue, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi également. Merci d'être là. Oui, merci beaucoup, monsieur Ametenou, et je salue les téléspectateurs, les téléspectatrices. Alors, docteur Benjamin Agon, c'est avec vous que je vais commencer. Vous allez donc rectifier si possible, mais vous êtes aussi socio-anthropologue. Voilà la situation donc qui est ainsi présentée. L'Afrique aujourd'hui est face donc à la pandémie de Covid-19 comme le reste de l'humanité. Le président malgache avec son peuple travaille d'arrache-pied donc pour trouver un remède à la pandémie, mais dans le monde scientifique, surtout occidental, il n'est pas très accepté. Oui, c'est vrai. Je dois dire que d'entrée de jeu, je suis socio-anthropologue, mais j'interviens beaucoup plus à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest. Je salue aussi mon doyen, Assoba, avec qui je collabore dans plusieurs universités aussi. Je voudrais lui dire courage pour tout ce qu'il fait aussi pour le développement de l'Afrique à travers la ligne qu'il a tracée avec son maître. Et voilà, le Covid-19 est arrivé de manière imprévue. Et ça a mis en débandade le monde entier. Tout le monde cherche comment pouvoir gérer. Et voilà que depuis des années, l'Afrique a toujours été marginalisée par rapport à un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, dans le monde scientifique, l'Afrique a commencé par se révéler à travers le courage de certains leaders et aussi l'abnégation de certains scientifiques du continent. Donc, le cas Madagascar est à saluer et soutenir pour que l'Afrique sorte des sentiers battus. Voilà. Qui doit soutenir ce cas, selon vous? C'est l'Occident? Je crois que cela relève de la responsabilité de nous, les Africains, d'abord, parce que la science est universelle, certes, mais l'intelligence africaine doit démontrer ses preuves. Ouais. L'intelligence africaine doit démontrer ses preuves, mais l'Europe s'oppose. L'Europe, je veux dire, mais le monde, au-delà donc de l'Afrique, s'oppose à la limite à l'intelligence africaine. Vous aurez donc le temps d'apporter vos éléments d'appréciation, docteur Raymond Assogba. Voilà donc un cas d'école, Madagascar, qui découvre, soi-disant, un remède pour Covid-19, une pandémie qui décime l'humanité, mais que le monde scientifique, surtout occidental, refuse de reconnaître. Oui, merci bien, monsieur le journaliste, c'est vrai. La maladie du coronavirus, c'est ça qui a été théorisé sous le nom Covid-19 parce que ça s'est déclaré en 2019. Et il faut dire évidemment que l'Afrique est un marché pour les oligopoles de l'Occident. C'est juste un marché où
il est demandé aux Africains de consommer, de ne pas réfléchir, de ne pas vouloir bougonner, non, de ne pas... On ne demande pas à l'Africain d'inventer, non. Et il faut dire que tous les chefs d'État africains, d'une certaine manière, ont fait au pas sur l'ingénierie africaine. Ça, c'est une réalité dans la mesure où vous ne verrez aucun pays occidental qui ne soit scotché à l'université. Parce que le brainstorming se fait à l'université et c'est la production de la pensée scientifique que les ministères utilisent pour régler les problèmes des populations. Et ce qui fait que dès que les projets sont mis en place, vous voyez des universitaires et c'est la proactivité au niveau de la recherche. Vous voyez un peu. Et dans aucun pays, la santé de la population n'est confiée à des personnes extérieures. Or, on s'est retrouvé devant, disons, une incapacité de réaction devant la pandémie et de Covid-19, comme ils l'ont dit. Et par rapport à cela, l'OMS déjà a traumatisé tout le monde en voyant des milliers de morts en Afrique. Et donc, il faut dire que c'est dans cette situation que la voix du président Andy Rajoelina a porté. Madagascar a brisé la conspiration du silence pour véritablement détruire l'Afrique. Madagascar a été un soleil. Adaron Ghebreyesus, c'est quand même un Africain, un Éthiopien. Est-ce qu'il peut comploter contre l'Afrique? C'est quoi? Le directeur général de l'OMS, c'est quand même un Africain. Vous pensez que... Africain, ce qui est sûr, ici, il est dans une organisation internationale. Et vous allez remarquer d'abord que les organisations onusiennes ne sont plus au service des peuples africains. Parce que ces organisations ne sont plus financées en termes réels par les États, mais par les oligopoles financiers. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, ce sont les bailleurs de fonds qui ont de l'argent, des individus qui ont de l'argent, qui ont pris en otage, en bail, l'OMS et qui font du business version véritablement mondiale. Et dans cette situation, vous savez, on fait des vaccinations qui tuent et il n'y a même pas les droits de l'homme pour traduire l'OMS devant un tribunal pénal international. Donc dans cette situation, il faut dire que comment il a appelé ça? Il a appelé Covid organisme de Madagascar est venu comme un soleil pour desserrer l'étau sur les consciences, sur l'angoisse qu'on nous a vendue et qui a traumatisé tout le monde. Alors, donc il faut saluer cette action parce que depuis, on va parler des organisations internationales comme ce qu'on a appelé la réunion de Bandung qui a vu naître le tiers-monde, d'accord, les pays non alignés, d'accord, l'axe Morovia qui donne le rassemblement des États, ou bien Casablanca, des États africains où les chefs d'État essayent d'avoir une voix unie. On va revenir sur cet aspect. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Alors, Dr Gougan, cette découverte faite au Madagascar n'a pas non plus reçu d'écho favorable sur le continent africain. Beaucoup d'États aujourd'hui sur le continent, presque tout le monde est touché, mais presque personne. Le Sénégal qui a tenté de commander ce produit malgache s'est vu donc mis un embargo sur ses commandes de médicaments hors d'Afrique. Tout dernièrement, John Magufuli est monté au créneau pour dire oui, il faut apporter une solution au peuple de mon pays, la Tanzanie. Donc je ne veux pas voir mes frères tanzaniens mourir, donc je veux envoyer alors mes avions chercher donc le produit malgache. Et il y a Guinée-Bissau également qui a commencé à emboîter le pas à ces États. Mais est-ce que vous pensez que cette timide réaction des États africains aussi n'est pas coupable? Bon, je ne vais pas juger d'entrée de jeu, mais il faut dire que d'abord c'est une question de démarche. On a longtemps fonctionné selon un certain nombre de principes dont il ne serait pas facile aujourd'hui de sauter. On ne peut pas sauter facilement ces principes. Même depuis les organisations scientifiques elles-mêmes, les organisations de recherche, il y a déjà ce cloisonnement qui existe entre les disciplines scientifiques où
on ne se parle pas, et surtout au niveau du monde scientifique d'abord, pour que aujourd'hui qu'on reconnaisse aussi la place de l'ethnomédecine. Ouais. C'est ce qui crée le problème aujourd'hui. C'est-à-dire face à ce problème, il faut une pluridisciplinarité pour pouvoir contrôler ce Covid-19 là. Mais ce que Madagascar a fait, c'est venu de l'anthropologie biomédicale, de la transformation des produits locaux pour soigner les malades. Ouais. Vous croyez en cette discipline-là? Nous sommes tous passés par là. Ah en bon? Afrique, qui n'a pas bu les tisanes en Afrique? Il paraît que c'est toxique parce qu'en Afrique, on ne mesure pas souvent la dose et c'est ce qui est souvent agité par le monde scientifique. Mais c'est ce que je dis toujours. La logique mathématicale, je l'ai déjà dit plusieurs fois, veut que 1 plus 1 soit égal à 2. Pourquoi en Afrique, la connaissance occidentale et la connaissance africaine se rencontrent sans nul? Ça ne devrait pas l'être. Qui a mesuré le degré de toxicité déjà du Covid organique? Les gens n'ont qu'à travailler. Mais on dit qu'il n'a pas fait l'enquête, n'a pas droit à la parole. Voici quelque chose qui a été mis sur le marché. Nous avons des scientifiques, c'est un débat ouvert. Les gens n'ont qu'à nous prouver aussi le degré de toxicité de ce médicament-là, avant qu'on ne nous emballe. Mais voilà le travail qui a été fait. Et cette démarche-là ne date pas d'aujourd'hui face aux maladies. L'Afrique a toujours proposé des remèdes. L'Afrique a toujours proposé des remèdes. Le paludisme, même avant le paludisme, et même avant la médecine moderne, est-ce que les Africains ne se soignaient pas? Je crois qu'il est temps que les anthropologues parlent aujourd'hui. Alors, et surtout les anthropologues. La balle est dans votre camp. Voilà. Désormais, vous êtes deux socio-anthropologues sur ce plateau. Dr Raymond Assogba, l'intelligence, est-ce qu'elle peut être aussi africaine dans ce domaine scientifique-là, surtout la santé? Oui, bien sûr, parce que c'est une affaire de rationalité. Et comme vous le savez, tout au moins en Afrique de l'Ouest, on connaît le vaudou. Il y a la pensée du vaudou qui gère la santé des populations, la vie même des populations à partir de la plante. Et donc, il y a une rationalité qui est là et qui est prégnante, mais qui a été évacuée de la gestion de la santé des populations en Afrique. Par qui? Par les États. Parce qu'il y a disons, la quête et des financements publics contre les solutions que les populations ont à la base pour gérer le quotidien de leur santé. Et à ce niveau, je m'en vais d'ailleurs vous montrer cette synthèse que l'Occident a réalisée en découvrant la science en Égypte. L'Occident a fait une synthèse en distinguant autour du caducée le serpent rouge et le serpent bleu. Donc le serpent rouge qui s'occupe seulement des traitements chimiques, d'accord, des médicaments transformés et donc utilisés à dose homéopathique. Et c'est à partir de là donc que la science médicale met en avant le principe du risque et le principe qu'ils appellent le principe de protection. Vous voyez un peu. Or, en Afrique, il y a le serpent bleu et qui met l'accent justement sur ce que nous utilisons par les plantes, d'accord, qui allient l'utilisation de la nature et des émotions humaines pour résoudre les problèmes. Donc, il faut dire qu'il y a une rationalité et que moi j'appelle la rationalité de la pensée vaudou qui est là et qui justement est ici mise en exergue par ce que Madagascar a mis en avant à partir de l'artémisia. Alors, pour inventer ce produit, ce n'est pas un malgache qui l'a fait, c'était
ressortissants africains, mais de la République démocratique du Congo. À l'entame, j'avais évoqué déjà le nom de ce médecin congolais, Dr Dieudonné Manenga, qui a été assassiné parce qu'il a découvert donc un remède contre le paludisme qui fait des milliers de morts sur le continent. L'OMS, même en 2017 déjà, avait fait ressortir que 435 000 personnes ont été tuées, dont 97 en provenance de l'Afrique, donc 93% du moins en provenance de l'Afrique. C'est l'OMS qui a publié donc ce chiffre-là. Mais un Africain qui découvre un remède contre ce mal et on l'assassine. Il a crié donc quand même à cette menace-là qui planait sur lui, mais les autorités congolaises n'ont pas daigné l'écouter. Il y a un autre docteur congolais qui a dû fuir son pays du fait donc de ces menaces-là qui pèsent sur lui parce qu'il travaille également sur la Témisia pour le paludisme. Docteur Valentin Agon, un béninois qui a découvert Apivirine contre le paludisme, qui aujourd'hui répond également, semble-t-il, au Covid-19, mais qui n'a pas été accompagné par les autorités de son pays. Lui, il est rentré du Burkina Faso, il a été mis en isolement. Est-ce que tout ça valorise l'Afrique? Est-ce que l'Afrique, par ce temps de pandémie, peut se révéler? Disons, oui. Et là, il faut partir du point de vue géopolitique, géostratégique et de l'économie politique. Par ces temps de pandémie, c'est une occasion pour l'Afrique de positionner un nouvel imaginaire. Un imaginaire qui demande de faire ce que Sami Amin avait proposé depuis, la déconnexion avec les modèles de développement occidental. Vous voyez un peu. Et cette déconnexion, nous y sommes contraints. Nous sommes contraints à la déconnexion. Tant qu'on ne le fera pas, il n'y aura jamais un équilibre structurel dans la gestion d'abord de chaque État. Parce que le premier modèle qui plombe le développement en Afrique, c'est quoi? C'est que nous sommes restés au niveau primitif de vendre les ressources minières. Or, les ressources minières constituent la base, le socle de l'industrialisation. Vous voyez un peu. Et donc, par rapport à cette politique statique, il va de soi que l'Occident a étudié les Africains, a étudié les chefs d'État africains, et l'Occident a perçu que ces chefs d'État africains n'ont pas une vision pour leur peuple, pour leur population. Et donc, à partir de là, l'Occident a imaginé que l'Afrique constitue des pays pauvres, très endettés. Aujourd'hui, l'Occident est fatigué de ce modèle. Vous voyez un peu, c'est un modèle que les gouvernements occidentaux ont utilisé pour fragiliser, annihiler le raisonnement africain. Et maintenant, l'Occident est en train de passer à un autre niveau. Et ce niveau, il est défini non plus par les gouvernements européens qui eux-mêmes sont affaiblis. Ce niveau est mis en avant par les oligopoles, c'est-à-dire la société financière internationale, d'accord, qui a imaginé que les Africains, on dit qu'ils sont pauvres, mais on les voit toujours rire. On dit qu'ils ne mangent pas, qu'ils ont des problèmes de santé, mais on retrouve toujours leur solidarité. À partir de ce moment, ils se sont dit non, il faut passer à une autre étape. Et je vais vous dire que depuis le 7 février 2020, la Banque mondiale a conçu un nouvel habit de la pensée économique qui met en position les pays à risque de fragilité, de conflit et de violence. Les PFCV. Et vous allez découvrir donc que la crise de la pandémie mondiale n'est qu'une stratégie pour passer du modèle de PPTE au modèle de PFCV. On va revenir à cette dénomination tout à l'heure. Docteur Goga, voilà autant donc de faits qui montrent jusqu'à quel point les chercheurs africains ne sont pas véritablement accompagnés par leur leader. Aujourd'hui, c'est le Malgache qui a pris donc le prix et qui est en train de faire cette prouesse sur le continent. Est-ce que vous avez l'impression que cette intelligence, si elle n'est pas valorisée sur le continent, fera tache d'huile dans le monde? Je crois qu'il revient aux Africains de savoir qu'on ne leur fera pas de cadeau. Ça là, c'est clair. On ne fera pas de cadeau à l'Afrique.
lorsqu'une piste est trouvée, il faut que je salue le courage du président malgache. Et lui-même l'a dit, que nous devons nous appesantir sur l'intelligence de nos scientifiques, accompagnés du courage des leaders. Mais c'est les chefs d'État qui décident, c'est eux qui nous protègent. Et il faut qu'à leur niveau, qu'ils soient d'abord convaincus que sur le chemin du développement, il n'y a de cadeau à faire à personne. Est-ce qu'ils sont libres, les chefs d'État africains, pour penser comme ça? C'est vrai que c'est un système, j'ai dit, c'est un système mis en place depuis des années. Et cela n'est pas facile à détrôner. C'est pour ça que nous devons encourager le courage de Madagascar. Il a appelé ses pairs, mais je ne sais pas si ça va prospérer, mais il le faut. Il faut que nous puissions sortir des sentiers battus. Parce que l'Afrique a ses spécificités. Et on ne peut jamais parler du développement de l'Afrique en mettant de côté ses spécificités. Les questions de l'Afrique, les problèmes de l'Afrique ne peuvent pas être réglés sans les Africains. On ne peut pas téléguider des solutions et ça va marcher en Afrique. On l'a toujours fait, mais nous sommes toujours là. Aujourd'hui, face aux pandémies, vous suivez sur la toile, les médias, c'est les appels au financement, les appels aux dons que les pays africains font. Mais à l'endroit de qui? Du FMI, de la Banque mondiale qui vient de coudre un nouvel habit, comme l'a expliqué tout à l'heure le docteur Raymond Soba, qui reviendra peut-être dans beaucoup plus le temps qui va suivre, donc dans les détails par rapport à ces nouvelles habits que la Banque mondiale est de coudre pour l'Afrique. Tant que nous serons donc dans l'assistanat, est-ce que vous pensez que ce courage que vous souhaitez de la part des dirigeants africains sera? Mais je crois que l'Afrique n'est pas totalement aussi pauvre qu'on le croit. Ah bon? Oui, l'Afrique n'est pas aussi pauvre qu'on le croit. Il y a des gens qui se sont passés de ces institutions et de certains financements, mais ils ne sont pas morts. Mais il y en a qui sont morts. Et justement, on va revenir donc à vous, docteur Raymond Assoba, avant que vous ne parliez de l'habit. Aujourd'hui, l'on parle du président malgache, André Rajoelina, qui appelle donc ses pairs à se joindre à lui, et également le monde scientifique a fait davantage de prouesses. Mais quand on sait très bien qu'en 1987, déjà, Thomas Sankara faisait ce même appel aux dirigeants africains afin que l'on puisse consommer ce qu'on produit, qu'on s'habille avec nos propres cotons. Et à la fin de son discours, ce jour-là, il disait, si on me le permet, je reviendrai l'année prochaine. Vous tenez le même langage ici, mais effectivement, il n'est pas revenu. Oui. Est-ce qu'il faut craindre pour le président André Rajoelina? Oui, en fait, les chefs d'État commettent une erreur. Ils pensent que le développement va se faire en leur temps, pendant leur mandat. Vous voyez un peu. Les chefs d'État africains pensent que... C'est pas normal? Non, c'est pas possible. Le développement, c'est tout un processus. Et qui est dans le long terme. Seulement, il y a des projets à court, moyen et terme. Et donc, on peut initier. Et donc, en fait, vous allez voir que ces chefs d'État n'associent pas les universitaires. Vous voyez un peu. Les chefs d'État, quand ils sont élus, ils pensent seulement à l'argent, à se remplir les poches. Et l'argent, là même, ne reste pas en Afrique. Au lieu de créer peut-être un pays en Afrique où ils peuvent mettre cet argent. Et les Africains pourront aller emprunter cela pour faire du business. Ils renvoient cet argent-là en Occident. Ce sont les mêmes Africains qui crieront au détournement. Non, mais vous voyez, l'Occident, tous les chefs d'État volent aussi bien aux États-Unis que chose. Mais ils s'entendent. Il y a un modus operandi, il y a un modus vivendi. Mais en Afrique, vous allez voir, dans le temps dont vous parliez, Sankara, il y avait l'axe avec le Bénin parce que c'était des pays socialistes. Et puis, et Madagascar, dans le temps, c'était Didier Ratsiraka. Vous voyez un peu. Maintenant, il y avait l'axe, disons, Houphouët-Boigny avec les pères de certains pays comme le Gabon et autres, vous voyez. Mais aujourd'hui, vous allez voir, ces chefs d'État sont isolés. Aujourd'hui, tous les chefs d'État sont isolés. Donc, et Madagascar est en train de les appeler. C'est une réincarnation de cet imaginaire-là. Et Macky Sall l'a appelé. OK, la Guinée équatoriale a envoyé son vice-ministre de la Santé. Il semble que le Cameroun aussi se positionne pour avoir ce produit et l'essayer. Donc, on peut créer maintenant un axe à ce niveau-là, cristalliser cela politiquement avec des positions déterminées, ne serait-ce que donc pour faire ressusciter le serpent bleu, c'est-à-dire la rationalité des Africains
à associer justement la rationalité des Vodounos, des Hunos, qui sont ceux qui maîtrisent les plantes, les Bokonos, etc. Donc, et qui utilisent l'artémisia. Il n'y a pas que l'artémisia. Il y a des milliards de plantes qui sont là et qu'on pourrait appeler des herbes, mais qui servent à soigner. Et ici, justement, c'est ça aussi le défi. Il y a des options à faire. Et ces options doivent être cultivées avec le temps et inculquées aux enfants à l'école et un peu partout. C'est ça qui fait la chaîne, la connexion. Vous voyez un peu. C'est ça qui fait l'idéologie, la philosophie du développement d'un peu. Mais tant que, aujourd'hui, les chefs d'État, chacun se cantonne parce que de par la souveraineté, ils peuvent emprunter de l'argent au nom de l'État et puis avoir leur politique. Et c'est une finitude. Hein, l'espérance de vie humaine, ça va arriver à un niveau, un autre gouvernement viendra et vous allez voir. Et c'est là où vous voyez un peu que les paysans même sont fatigués des chefs d'État africains. Ils sont fatigués même de nous autres intellectuels et ils se demandent quand est-ce que le blanc va revenir. C'est même le titre ou le sujet d'un livre que Cheikh Amirou Khan avait écrit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une logique dans ce que font les développeurs. Donc, je pense que nous sommes dans une situation de désordre. Il n'y a pas une stratégie partagée avec l'élite. Ouais, aujourd'hui, dans le monde, ce sont les agences, les sociétés secrètes qui sont en avant-première position, c'est-à-dire vous prenez le renseignement au niveau des États, la CIA, la DGSE française, etc. Ce sont eux qui ont été à la base de cette pandémie-là, de son déclenchement. Ensuite, les financiers, ils se sont associés et ils ont vu un autre monde. Et dans ce monde-là, les Chinois se sont positionnés. Vous voyez un peu. Et à partir de cette pandémie, vous voyez, aujourd'hui, le commerce a changé de nature. C'est le commerce de cache-nez, c'est le commerce de gel. Vous voyez un peu. Et donc, on oublie même que l'homme ne peut pas manger le cache-nez et les gels et vivre. Quelque part, seule la Tanzanie a refusé d'interrompre les activités économiques. Vous voyez. Donc, le travail même n'est plus vu comme une capacité de mettre la santé au profit de l'homme. Aujourd'hui, on a pris l'angoisse de la maladie, on a pris l'angoisse de la maladie pour arrêter le travail, pour arrêter la productivité. Mais nous sommes dans une inconséquence terrible. Et dans cette situation-là, vous avez vu que l'Africain, on nous a prouvé que nous sommes bêtes parce que il y a la barrière que l'organisme même sécrète par rapport au virus. Aujourd'hui, on nous a enlevé de cette barrière qui est psychologique et qui est anatomique, et on nous a mis dans les gestes barrières, c'est-à-dire dans la singerie. Et cette singerie-là ne peut pas nous protéger, vous voyez, du virus encore qui n'est pas une réalité contextuelle. Non, c'est une réalité fantasmée qui nous est vendue comme incapacité notoire de l'Africain à penser. En tout cas, c'est votre point de vue, on le partage. Dr Gogan, dites-nous, face aujourd'hui à cette menace et surtout la position adoptée par le président malgache, et on sait très bien que Thomas Sankara avait émis le même vœu quand il s'agit donc de la consommation, de la production locale, mais on a vu comment il a fini. Est-ce que vous avez des raisons d'avoir peur, des craintes pour ce président Rajolina aujourd'hui? Oui, je crois que bon. Parce qu'il s'attaque quand même à l'oligopole, comme Dr Raymond l'a souligné ici. Oui, on va craindre, mais ce n'est pas parce qu'on doit craindre qu'on va toujours se taire. Et la période des Sankara, des Lumumba, etc., c'était une période où l'Afrique était en voie d'être enveloppée. Donc, ils n'étaient pas aussi nombreux. Donc, le seul qui arrive à lever la tête, on coupe. Maintenant, aujourd'hui, si on est nombreux à lever la tête ici, ils peuvent nous raser tous. Je crois qu'ils pourront parvenir à leur fin. Mais je crois que... Vous parlez de nombreux par rapport aux dirigeants audacieux, parce que Kadhafi, en son temps quand même, c'est tout récent, mais on a vu le tout-puissant Kadhafi, comment il a fini. Oui, mais c'est le soutien collectif qu'on devrait avoir au niveau du Sud, au niveau des chefs d'État.
il faut que nous puissions redéfinir notre orientation. Et le Covid a révélé aujourd'hui qu'en réalité, ceux qui nous ont tracé des systèmes traditionnels aussi sont des colosses aux pieds d'argile. Ils sont en train de s'effondrer. Maintenant, dans ce système, est-ce que nous-mêmes, nous allons couler tous avec eux? Ne croyez pas qu'avec tout ce qu'ils sont en train de subir, ils sont en train de dormir. Ils vont, comme il est en train de dire, ils vont renouveler d'autres stratégies. Et pendant ce temps, si nous-mêmes, nous ne revoyons pas nos stratégies pour pouvoir nous positionner, je ne dirais pas que ce sera pire comme certains le proclament, mais je crois que ça ne sera pas pire si l'intelligence africaine se révèle, et je suis sûr que ça va se révéler. Est-ce que vous pensez que ça travaille vraiment en sourdine en Afrique? Je crois que ça travaille. Et le problème en Afrique, c'est que, comme il a dit tout ça, est-ce que les universités sont associées à un certain nombre de choses? C'est ça. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans nos universités, mais ça reste souvent dans les tiroirs. Mais aujourd'hui, j'ai espoir que ça prospère un peu. Comme il a dit, le développement, c'est tout un processus. Là où nous étions en 1960, je crois que nous avons progressé un peu, mais on doit aller plus loin. Il faut revoir tout ce système-là. Et on ne peut pas le revoir sans notre participation. Nous ne pouvons pas avoir la peur pour mourir et nous taire. Vous voyez le processus de ce Congolais. Ces deux médecins, il y a un qui est assassiné. Ouais. Il faut qu'on puisse dire que face à des situations, la vérité n'est pas unique. Nous avons fait aussi les mêmes universités, africains comme européens, etc. Tout ça. Mais il faut que nous puissions apporter aujourd'hui à notre continent la connaissance nécessaire et révéler l'Afrique. Et comme on est en train de le dire, le Covid doit révéler beaucoup de choses. Ici aussi, en Afrique. Et on ne devrait pas avoir peur. Et c'est le moment plus que jamais pour les Africains de prendre conscience du fait que, vous avez vu, il faut que nous faisions l'effort de pouvoir être nous-mêmes. Et être nous-mêmes là, c'est travailler à la transformation. Et pour travailler à la transformation, il faut associer ceux qui cherchent, ceux qui découvrent, à ceux qui décident. Actuellement, lorsque ceux-là n'arrivent pas à s'entendre, on peut facilement nous avoir. Donc, nous appelons à une convergence des efforts au niveau des décideurs, des scientifiques, aussi de ceux qui appliquent au niveau de l'Afrique. Docteur Raymond Soba, vous n'êtes pas pessimiste, mais vous êtes un afro-optimiste, si je m'en tiens donc à votre développement sur ce plateau. Est-ce que vous voyez vraiment un lendemain meilleur pour l'Afrique au sortir donc de cette pandémie? Disons que d'une manière ou d'une autre, lorsque les hommes ne décident pas d'assurer l'unité d'action, c'est la nature qui se charge de ça, d'où c'est cette pandémie-là. Mais il faut dire que, d'une certaine manière, il faut le dire, dans les populations, à la base, les Hunos, ceux qu'on appelle les thérapeutes africains, travaillent aussi bien au Cameroun qu'ici. Il y a le docteur Waka qui fait du bon boulot au Cameroun et qui explique les choses aussi simplement que les paysans pratique la recherche, la causalité. Vous voyez, lorsqu'on parle de la science, c'est un mythe. La science n'est qu'une expérience occidentale de l'utilisation de la causalité pour comprendre une situation, une réalité. Vous voyez, parler de virus, ils ont tellement peur de ce virus alors que pour les Béninois, pour la pensée du vaudou, le virus, c'est un dévice, c'est-à-dire c'est un adjuvant pour l'homme. Parce que nous vivons, nous mouvons dans les virus qui sont autour de nous. Oui, parce que ce que les gens ne nous expliquent pas. Il y a des virus qui sont là sur la peau et qui sont respiratoires, c'est ça. Et ce virus qui est là, et nous connaissons les solutions. Prenez, et dans la langue fond, pain d'or. Pain, c'est la balle, c'est aussi la papaye, mais c'est aussi la toux. Et ador, c'est la muqueuse au niveau des voies respiratoires. Et lorsque donc le milieu
au niveau des muqueuses respiratoires n'est pas sain, c'est à ce moment que le virus, qui est là depuis longtemps, s'active. Donc ça veut dire que tant que tu peux nettoyer les muqueuses aux différents points du corps humain, le corps assure la barrière contre ce virus. Donc, vous voyez déjà, nos populations sont sereines. C'est parce que c'est un effet de mode et tout le monde regarde. Tout le monde voit comment ça se fait. Donc, il faut dire que Covid-19 ne vous effraie pas en réalité. Hein? Covid-19 ne vous effraie pas. Non, ça ne doit pas effrayer. Ça ne doit pas effrayer dans la mesure où je vous dis que il y a de nombreux virus. Les virus sont là pour assurer la vie et non pas aller contre la vie. C'est lorsque le milieu devient pathogène que le virus, lui, devient pathogène. Vous voyez un peu. C'est pourquoi en Afrique, on a toujours mis l'accent, vous voyez, sur la solidarité. Parce que la solidarité, les gestes de vie ensemble, etc., la pensée, les plantes, l'association avec les plantes. Vous voyez, comment on va dire de maintenir une distance entre l'homme dans les relations sociales? C'est le début de la mort. Oui, c'est le début de la mort. Et ça va créer des problèmes de psychotisme, des problèmes de névrose. Peut-être que demain, on va nous dire qu'il faut que l'homme ne s'approche plus de la femme dans sa chambre. Et je vous dis que cette situation d'une vision internationale de la pensée unique qui impose, vous voyez, la séparation dans les relations humaines, a déjà été décrite dans un livre de George Orwell qu'on appelle qui est intitulé 1984, paru aux éditions Gallimard. Allez chercher, lisez, vous allez voir le système de la pensée unique. Et donc, en fait, nous sommes sous l'emprise d'une conspiration internationale pour nous amener à nous déposséder de notre capacité de réflexion. Et c'est pour cela que je pense que cette émission est heureuse. Il faut comprendre que c'est une déstabilisation, vous voyez, de la propension des Africains à reprendre l'initiative historique qui est en train d'être plombée, d'être dynamitée. Et il faut que nous arrivions à nous reconnecter. C'est-à-dire que si vous prenez le système sanitaire de nos pays en Afrique, ce système-là doit se connecter avec les thérapeutes de la culture, ceux qu'on appelle les naturothérapeutes. Et chez nous au Bénin, la pensée du vaudou qui utilise Aman pour résoudre toutes les situations. Si nous faisons ça, vous allez voir que nous allons échapper à cette chape de plomb. Vous voyez, du cache-nez. Le cache-nez même génère ce qu'on appelle le dioxyde qui vient et plomber le cerveau. Parce que vous savez, et c'est ça la tragédie dans cette situation. Et l'air en Occident n'est pas le même qu'en Afrique. En Occident, c'est un climat tempéré. Il respire le froid. Et donc, il peut mettre le cache-nez. Mais en Afrique, il fait chaud. Et donc, lorsque nous respirons à travers le cache-nez, l'air devient, vous voyez déjà, chaud. Et donc, va déstabiliser même le milieu des voies respiratoires. Et donc, nous allons vers d'autres maladies dont on viendra nous vendre encore, vous voyez, les modes de vie. Alors, docteur Benjamin Agon, Gogan plutôt, nous excuse. Alors, vous avez tout à l'heure dit que le développement ne se fera pas sans vous. Donc, les universités, à travers leur production, doivent être associées, sinon être en avant-première pour ce qui concerne les actions à venir. Qu'est-ce que, concrètement, en tant que socio-anthropologue, vous proposez aujourd'hui pour les Africains? Je dois d'abord dire que le Covid, c'est une menace réelle. Et on ne va pas banaliser tout ce qu'on est en train de nous demander de faire aujourd'hui par rapport aux gestes barrières. Nous devons les appliquer d'abord. Mais pendant que nous sommes en train de les appliquer, nous devons penser à comment nous en sortir. Parce que les thèses qui se développent par rapport au contrôle de cette maladie-là nous créent trop de problèmes. Il y a les confinementalistes, il y a les isolationnistes. Il faut vous confiner et pendant que vous êtes confinés, l'activité économique s'écroule.
ceux qui disent qu'il faut isoler. Je crois que nous devons beaucoup plus nous pencher sur la thèse des isolationnistes par rapport à cette pandémie-là, où il faut identifier rapidement ceux qui sont touchés, les mettre à part et les traiter, pour que nous puissions retrouver c'est-à-dire la dynamique économique de nos sociétés. Et sur toute la planète, on ne sait pas évidemment quand est-ce qu'on va déclarer la fin de cette pandémie. Ça veut dire que l'économie mondiale et l'économie africaine aussi est en train de s'écrouler. Et nous ne devons pas croiser les bras. C'est vrai, les solutions trouvées actuellement, nous devons les appliquer. Les consignes qu'on nous donne aujourd'hui, nous devons les appliquer pour barrer la voie. Mais dans cette démarche, il faut que nous puissions réfléchir. Qu'est-ce que vous proposez en tant que socio-anthropologue? Ce que je propose, surtout pour l'Afrique, c'est qu'il faut que nous puissions nous appuyer aussi sur l'anthropologie biomédicale et l'ethnomédecine pour pouvoir accompagner ces solutions qui nous sont proposées en Afrique. Alors, est-ce que vous pensez que cette pandémie de Covid-19, c'est une manière pour l'Afrique de se révéler ou bien c'est un complot contre l'Afrique? Tout de suite, les preuves que nous avons ne peuvent pas nous permettre de dire que c'est encore un complot, mais d'ici et là, nous allons avoir les résultats. Mais la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui maintenant, il faut que les Africains en profitent pour pouvoir commencer à réfléchir sur la transformation de leurs économies, au lieu de laisser tout aux autres à la transformation. Vous savez, l'Afrique a tout et ne transforme pas. Bon. Mais merci donc à vous, voilà. Docteur Raymond Assogba. On va sortir dans quelques minutes seulement de cette émission. Et alors, pour revenir donc au thème central, est-ce que vous pensez que c'est une manière aujourd'hui pour l'Afrique, à travers cette pandémie, de se révéler, ou c'est un complot occidental? Disons que c'est un complot occidental de déstabilisation que nous pouvons transformer en arme pour restructurer la relation entre le politique, l'économique, le culturel, l'éducation, etc. Je pense que l'épidémiologie descriptive, qui prône l'étude de l'étiologie et la mise en place d'une médecine préventive, nous donne assez d'éléments pour apprécier et dire que les virus sont dans notre environnement depuis toujours et ils servent à nourrir la vie. C'est lorsque le milieu devient pathogène qu'ils deviennent donc pathogéniques à la santé humaine. Et donc, il y a une réponse conséquente, structurelle à donner à la question. Bien sûr, ne disons pas qu'il faut se déstabiliser dans le sens de dire, bon, je ne fais pas les gestes barrières, mais nous disons que l'organisme même sécrète des barrières. Et par rapport à cela, il faut que nous nous reconnections avec, et comme il y a une anthropologie de la santé, il y a une ethnomédecine, bien sûr. Que l'Afrique doit donc se reconnecter. Oui, il faut reconnecter avec le serpent bleu. Oui. Cette pandémie. Merci à vous, docteur Benjamin Gaugan, socio-anthropologue. En tout cas, vous intervenez dans l'Université protestante d'Afrique de l'Ouest, UPAO. Merci à vous, docteur Raymond Assogba, socio-anthropologue, enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs, consacrée donc à cette pandémie de Covid-19, qui serait un tremplin pour l'Afrique pour se révéler au reste de l'humanité si elle sait se reconnecter à sa source. À très bientôt sur SICA.